Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand dossier. On est en direct jusqu'à 18h. Il y a 10 ans, les attentats du 13 novembre, des centaines de morts et un pays traumatisé. Aujourd'hui, on apprend que 3 très jeunes femmes ont été mises en examen et écrouées. Elles préparaient des attentats terroristes manifestement sur le territoire français. Toutes les semaines, la France déjoue des attaques terroristes. C'est ce que disent les services de sécurité. De fait, on verra ça ensemble. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'attaque majeure et massive sur le territoire. Et pourtant, la menace est très forte. La menace endogène a évolué. On verra ensemble le profil de ces nouveaux apprentis terroristes et comment les services les pistent. Et la menace exogène, elle change de visage. Elle évolue aussi. Terrorisme, pourquoi la menace revient? C'est le titre de notre grand dossier ce soir. Nous sommes passés d'une menace qui était de type projeté, c'est-à-dire de la capacité d'une organisation terroriste basée à l'étranger à projeter des commandos sur le territoire européen ou le territoire national, à une menace qui a un temps été de nature téléguidée, c'est-à-dire d'organisations terroristes qui utilisent des personnes qui peuvent être en lien avec elles, qui sont sur le territoire pour passer à l'acte, à une menace aujourd'hui qui est typiquement endogène, c'est-à-dire des individus qui sont sur le territoire français, qui n'ont jamais quitté le territoire français et qui n'ont pas nécessairement des rapports directs avec les organisations terroristes. Ce sont des individus qui vont s'auto-alimenter de propagande en général. Voilà, le procureur du parquet national antiterroriste, Olivier Christen. Ces menaces endogènes et exogènes évoluent. On en parle avec Maureen Bajac pour le service police-justice de TF1 LCI. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Maureen. Jean Bevalet, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en risque sécuritaire et en terrorisme également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marie Godard, on vous connaît bien sur l'antenne de LCI, journaliste spécialiste des questions de sécurité. De l'autre côté du plateau, Vincent Crouzet, qui est expert en renseignement, qui est écrivain, Le Chevalier de Jérusalem, publié aux éditions Robert Laffont, que je conseille et à trouver dans toutes les bonnes librairies évidemment. Et à vos côtés, Lorraine Renaud, qui vient nous voir pour la première fois. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférence au CELSA, à l'université de la Paris-Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez pas mal sur ces sujets-là. Je précise que maître Samia Maktouf sera avec nous également, qui est avocate, que vous connaissez également sur ces questions-là. On va commencer avec vous, Maureen, parce que l'actualité de la journée et ce qui nous replonge aussi dans ces ambiances d'attentats, et c'est aussi la raison pour laquelle on se pose cette question que vous voyez inscrite sur le bas de votre écran. Pourquoi la menace revient? On va commémorer les attentats de 2015 la semaine prochaine. On a appris aujourd'hui la mise en examen et surtout le déferrement de 3 jeunes femmes, voire très jeunes femmes qui projetaient des attentats sur le sol. Oui, tout à fait. Début octobre, 3 femmes ont été interpellées par la DGSI. Elles sont soupçonnées de préparer une action violente. Ce que l'on sait de leur profil, vous le disiez, elles sont très jeunes, 18, 19 et 21 ans. Elles ont été interpellées à Vierzon, Villeurbanne et à Lyon. Et ces jeunes femmes, elles ont été repérées sur les réseaux sociaux puisqu'elles suivaient des comptes salafistes et des comptes djihadistes où elles affirment ouvertement leur volonté de mourir en martyrs. Leur projet d'attentat n'était pas encore abouti, mais des cibles claires comme des salles de concert et des bars ont été évoquées dans plusieurs discussions. Et évidemment, au vu de leur degré de fanatisme et de leur dangerosité, eh bien, elles sont interpellées par la DGSI et placées en détention provisoire depuis. Donc là, elles sont en détention provisoire à l'heure où l'on se parle. Jean-Marie Godard, question. Le fait que on va parler de leur âge dans un instant, mais des femmes, c'est fréquent ou pas fréquent? Alors, un groupe de 3 femmes. Déjà, l'âge. Il y a 70% sur la menace endogène de ce genre de profil, 70% sont des jeunes. On va y revenir longuement parce que c'est très important. On n'a pas de chiffrage sur la part des femmes, mais ce que disent en tout cas les spécialistes et les services de renseignement, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses parmi ces personnes jeunes qui partent dans cette mouvance et discutent de terrorisme sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui est très étonnant, Vincent Crouzet, quand on voit ce que nous disait Maureen tout à l'heure, c'est la DGSI qui les piste, et notamment sur les réseaux sociaux. Ces jeunes femmes, elles expliquent sur les réseaux sociaux qu'elles vont commettre des attaques, qu'elles veulent mourir en martyrs et qu'elles sont effectivement affiliées, ou en tout cas qu'elles sont radicalisées. Elles le disent très ouvertement.
Comment c'est possible? Alors, elle ne se dissimule pas comme se dissimulaient auparavant les terroristes qui justement faisaient partie de la menace projetée. Donc ces groupes qui étaient organisés, qui étaient entraînés et qui pratiquaient la taquilla, donc la dissimulation organisée. La menace endogène, du coup, sont des gens qui sont moins préparés finalement à l'acte terroriste, qui sont moins apprêtés à l'action clandestine, moins éprouvés à l'action clandestine et qui peuvent commettre ce type d'erreurs, qui profitent justement au contre-terrorisme et à l'action de la DGSI. Est-ce que ça veut dire, Lorraine Renaud, que c'est effectivement une erreur d'amateur, si j'ose dire, et que ces réseaux qui cherchent à recruter lancent des lignes un peu partout, et puis certains se feront attraper et pas d'autres? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable volonté des organisations terroristes d'aller essayer d'activer des velléités chez de jeunes personnes, de plus en plus jeunes. Alors, la plupart des affaires, on est encore sur des jeunes adultes ou des mineurs qui sont généralement des garçons, mais on a effectivement de plus en plus de jeunes filles impliquées. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas complètement nouveau. En réalité, on a quand même une première femme djihadiste occidentale qui s'est faite exploser en Irak en novembre 2005, qui s'appelait Muriel de Gaute. Donc, vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Ça fait 20 ans. Absolument. Et en septembre 2025, je rappelle qu'on avait quand même le procès de Jennifer Klein, avec 3 autres femmes qui étaient jugées pour avoir rejoint l'État islamique entre 2014 et 2017 et qui s'étaient radicalisées dans les années 2000. Donc il y a eu une sorte, on va dire, non pas d'invisibilisation, mais en tout cas d'atténuation de la menace qui était attribuée à ces femmes, qui a été vraiment pris au sérieux quand on a eu une menace vraiment sécuritaire avec Inès Madani, 2016, le procès, donc l'attentat raté aux bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris. On se souvient très bien de cette affaire, effectivement. On sait quoi de leur profil, Maureen, à ces 3 jeunes femmes-là? Elles sont radicalisées, il y avait une allégeance particulière, on sait quelque chose ou pas? Leur environnement familial? On n'a pas encore des informations sur leur éducation religieuse, mais ce qui revient d'ailleurs pas mal dans ces profils, même s'il n'y a pas de profil type, c'est qu'en effet, c'est pas forcément des personnes qui ont eu une éducation religieuse particulière. Au contraire, c'est plus ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des personnes qui évoluent dans des familles où il peut y avoir des failles, de la construction, et donc là, on est dans une quête d'identité, mais il n'y a pas forcément, en tout cas, une éducation religieuse propre à ça. On n'a pas encore tous les détails, en tout cas, concernant ces jeunes filles-là, pour répondre totalement à votre question. D'ailleurs, si vous voyez Maureen pendant cette émission sur son portable, qui n'écoute pas du tout le débat, c'est qu'en fait, elle travaille pendant ce temps-là et elle récupère des informations. Jean Bevalet, je viens vers vous dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on aille voir Emma Barrier. Bonjour Emma, rebonjour et merci beaucoup d'avoir travaillé sur ce dossier-là, parce qu'on avait envie de savoir, effectivement, compte tenu de tout ce que l'on sait, de ces enquêtes qui sont menées, et de ce qu'on a commencé à dire sur ce plateau, quel est le profil, le nouveau profil des individus radicalisés? Bien, ce qui frappe d'abord, c'est leur âge. Clairement, la menace terroriste s'est rajeunie, regardez, et surtout, depuis 2023, il s'agit d'adultes très jeunes, voire de mineurs, et d'après le procureur national antiterroriste qu'on vient d'entendre, donc Olivier Christen, de 2 à 3 mineurs mis en examen par an. Il y a encore quelques années, la France est passée à 15 en 2023, puis à 19 en 2024 et 17 cette année, alors que 2025 n'est pas encore terminé. Par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que ces individus radicalisés présentent bien souvent des troubles psychologiques ou psychiatriques. Ils sont isolés ou marginalisés. On apprend aussi une évolution notable, on en parlait, la présence de davantage de femmes, comme avec cette dernière arrestation dont vous parliez à l'instant, des 3 jeunes femmes qui fomentaient cet attentat. Et enfin, le plus intéressant, c'est que ces individus n'ont pas nécessairement de lien direct avec des organisations terroristes qui sont à l'étranger. Et encore plus étonnant, leurs projets sont jugés sans réel fond religieux. Mais alors comment est-ce qu'ils sont elles, en l'occurrence, là, se sont radicalisées? Sur Internet, qui dit profil plus jeune et profil plus isolé, dit aussi forte présence sur les réseaux sociaux. On parle là d'auto-radicalisation. Ces individus sont notamment sur TikTok ou sur Telegram, où les algorithmes les mènent rapidement vers des contenus très violents de nature djihadiste et qui arrivent à les convaincre en fait que leur mal-être est dû à la société et qu'en réponse, il faut l'attaquer. Merci beaucoup, merci Emma pour toutes ces précisions. On va voir dans un instant un extrait d'un reportage que vous avez fait l'année dernière, Maureen, justement sur la radicalisation des jeunes. Vous aviez travaillé pour le 20h de TF1. C'est même pas un reportage, c'est un mini-documentaire de 6 minutes qui est passionnant. On en a isolé quelques extraits. D'abord, Jean Bevalet, est-ce qu'on sait, en l'espèce là, à quoi elles souhaitaient s'attaquer, ces jeunes femmes ? Alors, a priori, il y aurait des risques sur des lieux de rassemblement. Salles de concert, restaurants, musées, ce genre de choses, qui est dans la veine même de ce type d'action, puisque l'objectif, c'est de tuer le maximum de personnes.
Maître Samia Maktouf, merci d'être avec nous. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous venez de vous connecter, vous êtes avocate, vous connaissez aussi bien ce genre d'affaires-là. Ces 3 jeunes filles, donc elles ont été mises en examen, déférées. Il va se passer quoi maintenant? On va chercher partout? On va d'abord instruire un dossier. Le dossier, lors de cette garde à vue, il y a des perquisitions. Il faudrait trouver, en tout cas rassembler l'ensemble des éléments de nature à apporter la preuve de cette radicalisation, des démarches et des actes préparatoires à un éventuel acte, sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir commencé l'acte pour que ça soit condamné, mais qu'ils aient en tout cas effectué des actes préparatifs. Et ça, bien sûr, ça c'est l'enquête qui va nous le démontrer. Et justement, les 96 heures d'une garde à vue dans le cadre d'une association de malfaiteurs terroristes donne suffisamment le temps aux enquêteurs de réunir les éléments de nature à qualifier cette association de malfaiteurs terroristes. Je rappelle que de toute manière, c'est des personnes, même si elles ne sont pas connues par de nos services, elles ne sont pas fichées non plus. Le fait qu'il n'y ait pas de lien, c'est ce que j'ai cru entendre sur votre plateau à l'instant, le fait qu'il n'y ait pas de lien avec une organisation terroriste à l'étranger n'empêche pas la qualification de terrorisme, sachant qu'aujourd'hui nous sommes passés à une menace endogène. C'est une menace qui vient de l'intérieur, c'est une menace où les personnes se préparent différemment. Ce n'est plus les actes préparés par Mohamed Merah qui s'est rendu en Syrie, qui s'est rendu en Égypte, qui s'est rendu au Pakistan, au Peshawar pour rencontrer Garzalaoui. Nous sommes dans une configuration tout autre, une configuration qui est en phase avec la nouvelle méthode de radicalisation et en phase avec l'idéologie terroriste. Ça, c'est très intéressant, Vincent Crouzet, parce qu'il ne suffit pas, effectivement, d'avoir un lien direct avec une entreprise terroriste, etc., ce que nous explique Maître Samia Maktouf directement, pour que ce chef de association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste soit établi. La DGSI... nous, on peut imaginer qu'elle a effectivement ses connexions dans les grandes entreprises terroristes et puis ensuite qu'elle remonte les fils. C'est l'inverse, en fait. Comment elle piste ces jeunes filles-là, par exemple? Attention, les infos, on ne les a pas, hein, mais c'est pour essayer de comprendre le mécanisme. Bon, elle va travailler d'abord sur les algorithmes, elle va travailler aussi sur la création éventuelle de boucles WhatsApp, Signal, Telegram qui pourraient être suspectes. Elle va travailler éventuellement sur la dénonciation de voisinage, hein, parce que ces 3 jeunes femmes menaient une vie un peu particulière, quasiment recluses, en permanence voilées, donc elles ont pu effectivement attirer l'attention du voisinage. Enfin, des jeunes femmes voilées qui sortent pas souvent de chez elles, ça, il y en a plein. Ensuite, elles ont émis des signaux sur les réseaux sociaux quand même qui étaient visuellement, qui étaient visibles. Donc tout ça finit par attirer l'attention de la DGSI qui intervient en prévention, pas nécessairement en flagrant délit, en prévention d'action, permettant à la DGSI, en 10 années, d'avoir déjoué près de 80 attentats en France. Ça veut dire que, Lorraine Renaud, ça veut dire qu'on a des mots-clés. Enfin, parce que ce que je disais là, à l'instant, des jeunes femmes voilées qui sortent pas de chez elles, il y en a plein, et voilà. Ça veut dire que, par exemple, sur ce qu'on peut publier sur un fil, sur une messagerie, qu'elle soit cryptée ou pas, il y a des mots-clés qui peuvent faire tilt du côté de la DGSI, par exemple. C'est comme ça aussi qu'on a il y a très concrètement, en fait, je voudrais comprendre, il y a des alertes, des warnings qui s'allument. C'est une bonne question. Alors moi, je n'ai pas connaissance du dossier et de ce qui a provoqué des warnings, des alertes du côté DGSI. En l'espèce là, non, mais de façon générale. En l'occurrence, les contenus qui alertent, c'est la consommation de contenus extrêmement violents de manière générale, labellisés Daesh. Donc on a énormément de vidéos ultra-violentes, format court, qui attirent l'attention des jeunes. Mais aussi, il ne faut pas être réducteur, il y a aussi des vidéos plus longues qui expliquent ce que c'est qu'être un vrai musulman et qui incitent
à passer à l'action violente. Ouais. Et là, vous avez quelques mots-clés, comme par exemple le takfir de l'excusant. Ce sont des choses un petit peu techniques, mais l'idée selon laquelle il faudrait nommer mécréant toute personne donc, qui ne serait pas sur le chemin du vrai islam, et ce qui équivaut dans cette idéologie-là à passer à l'acte, à le tuer, puisque son sang, je cite, est licite. Donc on a énormément de contenus comme ça qui prescrivent l'action violente et qui cherchent à utiliser aussi les failles identitaires des jeunes. Maureen l'expliquait très bien, on est chez un public qui est vulnérable, qui est en cours de construction et qui est aussi facilement manipulable, sensible au sentiment d'injustice aussi, qui est utilisé chez eux. C'est ce que vous avez vu, Maureen, sur ce sujet dont je parlais tout à l'heure. Vous l'avez tourné, je crois, avec Stéphane Iorgulescu. On a sorti 2 extraits. Je voudrais vous montrer le premier extrait, justement, sur ces failles et sur ces publics-là, qui sont, en plus, en général, pas en quête d'eux, mais qui sont happés, qui sont accrochés par ces réseaux-là. Et alors vous avez vu dans votre reportage que ça pouvait passer par des simples jeux vidéo. Regardez. Sur la plateforme de jeux Roblox, nous découvrons une reconstitution de la bataille de Falloujah, une ville symbolique tenue par l'État islamique jusqu'en 2016. Il vous est même possible de choisir votre camp, américain ou rebelle. Sélectionner ses armes et revêtir les habits de combat. Un peu plus loin, le drapeau de l'État islamique est clairement brandi. C'est complètement ahurissant, ça, de voir le drapeau de l'État islamique, que vous avez flouté, mais c'est sidérant. Et on est sur des plateformes de jeux vidéo qu'on a évidemment contactées, mais qui sont vraiment démunies parce que c'est des plateformes où on peut créer son propre univers. C'est des hébergeurs, en fait. Exactement. Et en termes de modération, comme on voit d'ailleurs sur TikTok, où en effet il y a beaucoup d'échanges et toutes les vidéos dont parlait Lorraine Renaud. Et donc là, ils sont totalement démunis pour faire face à tous ces contenus qui sont créés, quoi. Et ce que vous expliquez dans la suite du reportage, c'est qu'en fait, en marge de ces jeux, il y a évidemment des espaces de discussion, des chats, où là, on se retrouve à discuter en direct avec un gars qui va vous demander de prêter allégeance, etc. Et ce qui est très difficile aussi pour l'adolescence, c'est qu'il y a une barrière qui est l'écran, le numérique, et donc très vite, il ne se rend pas compte en fait avec qui il parle derrière. Donc en quelques messages, en quelques clics, il ne se rend pas compte la dimension dans laquelle il est en train de rentrer et les personnes qu'il a en face de lui, à qui il est en train de parler. Et il n'en a peut-être même jamais entendu parler. Pas du tout. Alors nous, on va continuer d'en parler dans une seconde. Il faut qu'on fasse une courte pause, mais on va reparler de tout ça dans une seconde et aller vraiment effectivement là-dessus. Comment on recrute, comment ça se passe, comment on peut pister, comment on peut alerter. C'est évidemment fondamental. Et puis on verra aussi avec Thomas Misraki qui va revenir nous rejoindre dans une seconde, cette menace exogène qui permet un grossissement de la menace endogène. À tout de suite.